Salam alaikum, bonsoir, Razoul Filaouen, Microscope. Nous allons ici, avec nos invités aujourd'hui, revenir à ce projet de loi sur la mobilisation générale. Le 20 avril 2025, le Conseil des ministres algériens, présidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adopté le projet de loi relatif à la mobilisation générale avant sa présentation au Parlement. Donc, ce fut aujourd'hui d'ailleurs. Ce texte qui s'appuie sur l'article 99 de la Constitution vise à établir un cadre juridique clair pour organiser, préparer et exécuter aussi la mobilisation générale en Algérie en cas de risque majeur. Composé de 69 articles répartis en 7 chapitres, il complète le dispositif législatif existant déjà, notamment la loi numéro 22-20 de 2022 sur la réserve militaire, mobilise l'ensemble des secteurs de la société pour renforcer les capacités défensives de la nation. Ce projet de loi a pour ambition de structurer la transition de l'état de paix à l'état de guerre, en mobilisant efficacement les ressources humaines, matérielles et économiques du pays. Nous allons donc poser quelques questions à nos invités à propos de ce projet de loi. Pourquoi une loi sur la mobilisation générale en Algérie? Pourquoi partir de la paix en guerre? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Est-ce qu'il y a vraiment une guerre? Bien sûr, il faut souligner que la situation est très complexe du côté du Sahel. Hein. Ça, tout le monde le sait. Il y a énormément de problèmes. Il y a des guerres, il y a des attentats, etc. Il y a même un drone. Vous connaissez tous l'histoire du drone malien. Donc la situation, c'est vrai qu'elle est extrêmement dangereuse dans le Sahel. Nous allons donc poser des questions, comme je disais, à nos invités qui sont Azwa Chomrouk, Omar Aït Mokhtar. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'Al Magharibia. Bonsoir Omar, marhaba bik. Azwa Chomrouk aussi, il est avec nous, militant politique. Azwa, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux invités et merci pour l'invitation. Merci Azwa, marhaba bikoum. Nous sommes censés rejoindre par Qassit Bar aussi, mais pour le moment il n'est pas avec nous. Nous allons commencer par Selon l'article 43 du projet de loi de mobilisation générale, les citoyens doivent adhérer à réponse immédiate aux ordres de rappel ou de nouveaux rappels. Mettre en œuvre sans délai des mesures de défense populaire. Se soumettre à la conscription, service obligatoire. Respect des mesures liées à la mobilisation générale. S'abstenir de publier des informations susceptibles de nuire à la mobilisation via les réseaux sociaux. Signaler aux autorités toute activité suspecte ou la présence de personnes provenant de pays hostiles. Le ministre de la Défense a le droit de mobiliser des personnes et des biens pour les besoins des forces armées. L'exportation de produits liés aux besoins militaires sans licence est interdite. Des sanctions sévères pour les contrevenants. Les contrevenants s'exposent à de lourdes sanctions, notamment emprisonnement de 3 à 10 ans et amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dinars pour abus de biens saisis. Emprisonnement de 2 mois à 3 ans et amende pour ne pas avoir fourni d'informations correctes sur l'équipement. Emprisonnement de 2 à 10 ans et amende pour la publication d'informations faisant obstacle à la mobilisation. Aucune circonstance atténuante, sauf la moitié de la peine minimale. Pourquoi une loi sur la mobilisation générale? C'est la question qui revient chaque jour depuis que, justement, que le Conseil de ministres s'est tenu le 20 avril dernier. Ça va, Hussein.
Si on était dans une démocratie, j'aurais dit que c'est tout à fait normal parce que une loi de mobilisation générale, c'est une loi organique. Ça veut dire qui vient complémenter la Constitution. Parce que la différence entre une loi ordinaire et une loi organique, c'est-à-dire la loi organique, elle est reliée à la Constitution. Ça veut dire la Constitution lui donne les grandes lignes et puis après, le détail, il est expliqué dans une loi organique, notamment l'article 99 de la Constitution. Ça veut dire donne le pouvoir au président de décréter une mobilisation générale. Cette mobilisation doit être expliquée, détaillée dans une loi organique. Ce qui est tout à fait normal dans tous les pays qui se respectent. C'est-à-dire que tous les pays doivent préparer l'état de guerre parce que dans l'absolu, il ne peut pas y avoir une paix durable. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que même les pays démocratiques, même en Europe, on voit aujourd'hui, ça veut dire l'Europe qui est menacée par la Russie et qui est menacée par plusieurs menaces, que ce soit menaces militaires, des cybermenaces et tout. Donc il y a tellement de formes de menaces qui sont hybrides d'ailleurs, on les appelle des menaces hybrides. Donc les États doivent se préparer, notamment les États démocratiques. Il faut une loi qui régit cet état de passage d'un état de paix, d'un état normal à un état de guerre. Même la guerre, elle doit être, si vous voulez, elle doit être gérée par des lois, parce qu'un état de droit, c'est la loi qui gère, c'est la loi qui règne. Donc, si on était dans une démocratie, je l'aurais accueilli à bras ouverts, comme on dit. Ça veut dire, il faut préparer, il faut détailler, il faut donner des pouvoirs à certains secteurs ou à certains ministères, notamment le ministère de la Défense, parce que la mobilisation générale, elle est là quand il y a un état d'urgence ou un état de guerre. Pour donner des pouvoirs, les pleins pouvoirs à l'armée, les pleins pouvoirs au ministère de la Défense, afin de mener cette mobilisation générale et de mener la guerre, l'état de guerre de la meilleure manière qu'il soit. Après, voilà, donc moi je reste réticent par rapport à ce qui se passe en Algérie parce que le timing actuel, parce qu'avec la propagande avec laquelle nous martèle le pouvoir algérien, avec laquelle nous massacre le pouvoir algérien depuis 2019, avec toutes les menaces extérieures, le Maroc, la France, Israël, le Mali, la Libye, de tout bord. Donc, il ne cesse de nous rappeler que l'Algérie est menacée, l'Algérie est une cible, et ça, c'est l'expression phare, c'est l'expression bien-aimée, du pouvoir algérien et de ses relais. Donc, le timing, ça nous laisse à se questionner légitimement d'ailleurs. Pourquoi maintenant? Ça veut dire que vous nous bombardez avec votre propagande guerrière depuis des années, et maintenant vous nous sortez cette loi-là, cette loi qui régit la mobilisation. Ça veut dire qu'il y a une guerre quelque part qu'on ne voit pas, où il y a une menace, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à voir. Azwa, on peut lire dans ce projet justement que c'est dans le cadre d'une stratégie de renforcement de la capacité de défense de la nation face à tout danger potentiel menaçant la stabilité, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Est-ce que justement ces trois éléments sont en danger aujourd'hui? Non, Hussein, en fait, la mobilisation générale, il ne faut pas attendre à ce que ça soit... ça veut dire, on peut avoir... ça veut dire préparer une loi sans pour autant l'appliquer. Ça veut dire on peut la préparer dans l'état de paix parce que, comme on dit, pour préparer la guerre, pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Ça veut dire c'est en moment de paix qu'il faut préparer cette loi. On ne l'applique pas. Ça veut dire c'est juste une loi de réserve qui est là, qui est faite, qui est préparée. En cas de guerre, on peut l'appliquer. Et la mobilisation générale, elle est là pour ça. Même les pays démocratiques, même dans ce sens, Azwa, où le projet est très clair, hein, même dans ce sens, justement, on les deux phases dans le projet, phase de préparation et d'exécution. La phase de préparation, c'est élaboration de plans spécifiques, création de réserves humaines et matérielles, sensibilisation de la société civile, suspension des départs à la retraite dans les postes stratégiques. Après, on a la phase d'exécution,
c'est suspension des fins de service pour les militaires, rappel des réservistes, réquisition des personnes et des biens, protection des infrastructures vitales. Voilà. Donc, c'est bien détaillé quand même. En fait, Hacine, là, c'est une loi qui n'est pas exécutoire parce que du moment que le président de la République ne décrète pas la mobilisation générale, cette loi n'est pas applicable. Cette loi n'est pas en vigueur. Elle sera en vigueur une fois qu'il est décrété. Ça veut dire une fois qu'il y a une menace, il y a un danger, il y a une guerre, voilà, il y a un territoire menacé ou tout le territoire algérien qui est menacé. À ce moment-là, il la décrète. C'est à ce moment-là qu'elle rentre en vigueur. La mobilisation. Mais pour l'instant, c'est juste une loi qui est là. D'ailleurs, toutes les lois, je pense, après, voilà, c'est-à-dire tout est relatif, bien sûr, entre les pays, mais je pense qu'il est applicable que lorsque le président décrète. Mais maintenant, moi, je reste réticent par rapport à ça parce que je sais que notre pays, c'est une dictature. D'ailleurs, je me demande pourquoi cette loi maintenant, est-ce qu'il y a une guerre? Et puis, est-ce que ce n'est pas une brèche ou c'est une, si vous voulez, une base ou un credo, un justificatif ou une carte blanche pour le pouvoir d'aller, ça veut dire agrandir leur pouvoir, d'aller élargir leur pouvoir sur tous les secteurs. Nous allons revenir à cette question, Nous allons revenir à cette question juste après, justement. Omar Ait Mokhtar, écoutons le ministre de la Justice. إعداد مخططات خاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية. إعداد مخطط عام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة. تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها لضمان جاهزيتها. تشكيل احتياطات للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية. تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات. تحسيس المجتمع المدني والمواطنين وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة. Alors, parlons des Wizarat, justement, les ministères, il y a 10 qui sont concernés. Hein, et des prérogatives élargies sont attribuées au ministère de l'Intérieur, de l'Industrie, des Transports et des Affaires étrangères pour soutenir l'effort de mobilisation. La mobilisation de la diaspora, Omar Ait Mokhtar, est coordonnée par le ministère des Affaires étrangères. Omar, c'est quoi ce projet? Pourquoi? Beaucoup de questions. Et surtout, pourquoi il n'y a pas un débat en Algérie sur ce projet de loi? Il n'y a ni projet, ni constitution. Il y a juste une chose, détourner les regards, créer une situation d'urgence, les situations de guerre, donc en justifiant les arrestations à tout va, arbitraire bien sûr, et justifier ce qui a été fait, et au nom d'une menace étrangère, bien sûr, quand il y a une réelle menace étrangère, la mobilisation est de fait. Logiquement, la Constitution, si nous avions une Constitution de Tebboune, qui n'a pas été ni discutée, ni votée, ni même pas du peuple, c'est une constitution à la va-vite pour des raisons électoralistes, d'agenda, et calmer le Hirak et je sais quoi. Donc là, on voit qu'ils sont dans l'impasse. Ils ont créé des situations de guerre à nos frontières partout, et avec même au nord, avec l'Espagne et la France, et j'en passe. Donc aujourd'hui, il faut justifier la colonisation du nord de l'Algéristan. Donc aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Au lieu de faire ça, moi j'appelle, parce que je n'ai pas envie de parler de loi et tout ça, de constitution, il n'y en a pas. Donc voilà, donc le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Je vois ce qu'elle a dit, Chengriha, donc ministre de la Défense, qui partage le ministère avec Tebboune, bien sûr, et il dit, luttant contre la propagande extérieure. Nous, si on dit donc ce genre de choses, la vérité, enfin, ce qu'on pense, nous sommes contre ce pays. Donc la diaspora, il n'a absolument rien à mobiliser et ils sont inaudibles. Le pays est à la dérive, c'est un bateau ivre. Je demande à ce qu'il y ait investissement dans la paix. C'est préférable pour les Algériens, alors que d'un côté, ils envoient Bokadom aux États-Unis qui dit aux Américains
on peut faire un partenariat sans limite. C'est le ciel la limite. Venez, c'est-à-dire léguer la souveraineté à condition qu'il reste. Alors, que voulez-vous qu'on dise de cette situation? C'est juste créer une situation quasi de guerre et puis dire aux gens, vous ne pouvez pas faire ça parce que nous sommes menacés. Jusqu'à quand ça va durer comme ça? Un grand pays comme ça ne peut pas être géré. Par rapport à ça, justement, par rapport au peuple, est-ce que justement l'autre peuple, l'opposition en Algérie, a le droit à la parole, à critiquer, à donner son avis, son opinion sur ce projet ou pas? Il n'y a pas d'opposition, c'est interdit. Le seul parti, d'ailleurs, j'ai été longtemps contre eux, c'est le RCD de Atman Mazou, je le salue. Il dit toutes les vérités. Donc, on n'a pas à écouter ce pouvoir mafieux. Je le dis bien mafieux, rien qu'avec ce qui se passe en France, dans la diaspora justement. Nous sommes divisés, ils mélangent tout, l'islam, l'islamisation, la diaspora, Rotaillou, machin. Ça suffit tout ça. Il faut se mettre autour d'une table, et il faut se ressaisir. Et puis les opposants ne doivent pas être muets comme ça. Les Bokro, les Saïd Saadi, ils doivent dire la vérité, ils ont quelque chose à dire. Ils doivent être écoutés par le peuple. Le peuple, malheureusement, il a peur. Il a donné la peur, justement, à ces personnes que vous venez de citer, Omar et Mokhtar. Pourquoi les médias en Algérie, justement, n'en appellent pas les Bokro, les Saïd Saadi, les Hnoun, les Tabou, les Mouhsin, etc. Pourquoi? Si on veut parler, on appelle, on demande au peuple de se mobiliser, de se préparer à quelque chose. Il faut donner la parole à ce peuple. Mais tu es gentil, Hussein. Il n'y a pas de presse en Algérie. Les journalistes, moi, on les connaît tous. Moi, je connais pas mal de journalistes. Je dis, si je parle, je vais entendre. Je ne peux pas aller entendre, j'ai mes enfants et tout ça. Donc, c'est la peur qui règne en Algérie. Donc, une chape de plomb. Tebboune, le costume est trop grand pour lui. Tebboune, il s'attendait à aller en prison, finalement il se retrouve à la tête d'un État. Donc ils croient tout savoir. Ils sont enfermés dans leur certitude. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il faut arrêter. Je ne peux pas leur dire. Il n'y a pas notre langage. Je ne peux pas être gentil avec des gens comme ça qui prennent l'avenir d'un pays en otage. Qui ferment la gueule à tout le monde. Ils savent tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir raison quand on a tout le monde contre soi. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est contre l'Algérie. Tout le monde jalouse l'Algérie. Rien que la diaspora, évidemment. Nous avons des gens, des influenceurs influencés par ce pouvoir, justement, payés. L'argent ne fait pas défaut pour l'instant. Mais, justement, il se prépare à une crise parce que le pétrole est en train de baisser. Il va y avoir des accords entre l'Ukraine et la Russie. Et tout le monde sait que le pétrole va baisser, le gaz va baisser, les prix vont baisser. Et là, le pouvoir ne peut pas acheter la paix sociale. Donc, on prépare les gens. On prépare les gens à accepter la difficulté. Alors, déjà, ils sont dans la difficulté. Pour l'instant, ils sont en train d'acheter des moutons, et puis les moutons, il faut un tirage au sort dans les mairies. Moi, j'ai honte de voir quand je vois ces images. C'est triste de voir l'Algérie arriver à ce point de médiocrité. Qu'est-ce que tu veux? On dit peu, mais moi, je pense que l'élite algérienne a la responsabilité parce qu'il faut parler, il faut dire les vérités. J'appelle par exemple Ali Beneflis qui est à Alger. Qu'est-ce qu'il attend? Il a peur de mourir, il va mourir. Ils ont l'âge d'aller au cimetière. Qu'est-ce qu'ils attendent à parler, Saïd Saadi, Bokro? À part le RCD qui bouge un peu en Algérie aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec, même Louise Hanoun, c'est Mouzouhalou, d'un côté où elle a peur et tout ça. Je sais qu'elle a peur, Louise Hanoun, mais j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle doit choisir, arrêter de nous parler du Sahara occidental, de Palestine et tout ça. Il faut parler de son pays. Il faut être patriote avant d'être nationaliste. C'est pas ce qui se passe en Algérie, malheureusement. Il a envoyé une lettre ouverte hier à M. Tebboune, justement, lui demandant d'ouvrir le débat sur cette question. Quel débat? On vient de sortir d'une élection présidentielle qui est censée être le grand déballage. Elle a été privée de parole. Elle a fermé sa gueule aussi, Louise Hanoun. Elle a peur, bien sûr. Regardez ce qui se passe avec
Je reviens. Azwa ou Chemron, on respecte tout le monde, s'il vous plaît. Nous allons regarder justement ces quelques prises de parole. الجزائر مقصودة ولكن بالشر، مقصودة بالتشويه، مقصودة الجزائر بالتشويش، الجزائر مقصودة بزرع يعني البلبلة في صفوف هذا المجتمع، الجزائر مقصودة في محاولة بث الفرقة بين المجتمع الواحد، الجزائر مقصودة وهدف لكثير من الجهات التي تريد أن لا تراها مستقرة ولا مزدهرة ولا منورة كما يحلو لبعضهم أن يصفها، حابين يعني يحدثون هذا الشرخ في الجزائر، وإن شاء الله ما يقدروش، لأنه دائما احنا نقولوا إن الجزائر في أحوالها عجب وليس يدوم لها بالناس مكروه، ما حل بها عسر أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. احنا عندنا يقين، ولكن هذا اليقين بكم انتم. عندما نكون أن تطوير التفكير النقدي يساعد في حماية مجتمعنا من الوقوع في شراك الدعاية التي تستهدف التأثير على الرأي العام الوطني وخلق حالات من الشك وعدم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن لتوجيهه وفق أجندات خفية. وعليه فإن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التحلي بأعلى درجة الوعي واليقظة والالتزام الوطني والسهر على إحباط كافة هذه المخططات الدنية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا ووحدتها الترابية والشعبية. فأنتم تعلمون أن الجزائر مستهدفة من غرف أخبار مظلمة، فما أحوجنا إلى هذه الدروع التي تمتاز بالقلم الراقي ولكن تمتاز أيضا بالقيمة المتعالية. L'Algérie est visée, l'Algérie est ciblée. C'est le discours qu'on entend un peu partout en ce moment par Chingriha, par les ministres, même par le ministre des Affaires étrangères, religieuses d'ailleurs, par le ministre de la Communication, de l'Information. Et on parle de l'unité nationale, on parle du front interne. Mais peut-être la question qui se pose peut-être, Azouaou, pourquoi justement ne pas impliquer ce peuple? Pourquoi pas, dans Hussein, ne pas appliquer? Pourquoi ne pas impliquer ce peuple, justement? Le peuple, il a des représentants, il y a des partis, il y a des associations. Pourquoi le peuple n'a pas le droit de participer à ces débats? Ce que vous avez montré à Hussein tout à l'heure, c'est que c'est des vidéos qui montrent, qui illustrent vraiment un État totalitaire nord-coréen au sens propre du terme. Ça veut dire qu'on dirait qu'on est dans la propagande nazie, dans la propagande. C'est pas des nazis, je dis pas qu'ils sont des nazis, le pouvoir algérien, mais c'est-à-dire le procédé en lui-même, le modus operandi, comme on dit, c'est digne du fascisme, c'est digne c'est-à-dire du nazisme, c'est-à-dire la propagande à la Goebbels. Pourquoi on insiste sur l'unité nationale? Est-ce que l'unité nationale aujourd'hui est en danger en Algérie? En réalité, Hussein, c'est que certes, l'unité nationale, elle est en danger dans le sens, c'est le pouvoir qui la met en danger. En fait, le pouvoir, il essaye d'entretenir le juste équilibre. Ça veut dire entre cette unité nationale
et la haine nationale. C'est-à-dire il attise la haine tout en laissant, tout en la poussant pas à bout, parce qu'il faut il faut montrer que dans la société il y a une haine, il y a une désunion nationale, mais il ne faut pas qu'elle soit aussi flagrante, parce que sinon ça pousse à une guerre civile. Et la guerre civile, ça ne va pas jouer en faveur du pouvoir. Donc il faut juste laisser, si vous voulez, l'équilibre où on a l'impression qu'il y a une désunion nationale pour légitimer ce pouvoir. Donc la population va se dire que finalement il n'y a que ce pouvoir qui peut garantir l'unité nationale, mais il ne faut pas la pousser à bout, parce que sinon ça va engendrer une guerre civile. Ça, c'est le pouvoir qui le fait. En réalité, l'unité nationale, c'est à l'État de... il y a évidemment toutes les composantes nationales, c'est-à-dire tous les fondamentaux. Il y a l'histoire, il y a la guerre, il y a tellement de choses qui réunissent le peuple algérien. On a une histoire commune. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a tellement de choses qui nous réunissent, nous, les Algériens, que, donc, si vous voulez, l'État, elle est là pour cimenter tout ça, pour faire en sorte à ce que tout ça ait un sens dans la réalité. Alors que le pouvoir, il fait le contraire, c'est-à-dire que c'est lui qui alimente les haines, qui alimente les haines régionales, confessionnelles, il alimente toute forme si vous voulez, de haine entre la population pour qu'il apparaisse le plus légitime à gouverner ce pays, parce qu'en fait, il n'est pas légitime, il n'est pas là par une légitimité politique, ça veut dire qu'il n'est pas là par une volonté du peuple, mais il veut être là par une autre manière, c'est-à-dire celle du garant de l'unité nationale, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose, parce qu'on parlait tout à l'heure sur la mobilisation, avant de répliquer sur les vidéos que vous avez passées à Houssine. Il y a un article que vous m'avez envoyé à Houssine tout à l'heure, qui a un passage qui m'a vraiment frappé, c'est-à-dire l'état de mobilisation ou la mobilisation générale. Et il y a des cas, il y a des raisons qui poussent à ce qu'on... Apparemment, dans ce projet de loi que je n'ai pas vu, j'ai vu juste des lectures journalistiques, il n'y a pas stipulé une autre raison, une catastrophe naturelle, une catastrophe écologique, je ne sais pas, qui pourrait... justifier la mobilisation. Apparemment, il n'y a que la guerre, l'état de guerre qui justifie. Donc là, ça nous laisse à nous demander pourquoi il n'y a que la guerre qui intéresse le pouvoir algérien. Pourquoi la mobilisation? Parce qu'on aurait pu avoir une mobilisation dans un autre, ça veut dire situation, dans une autre situation qui est une catastrophe majeure, d'ordre naturel ou d'ordre social ou d'ordre économique, je ne sais pas, qui pourrait justifier une mobilisation des moyens de l'État. Parce que nous, on a pensé que armée, que militaire. Ça veut dire quand on est attaqué par une puissance hostile, militaire hostile. Donc ça nous laisse à penser pourquoi il n'y a que la situation militaire, situation de guerre, qui a justifié, c'est-à-dire ce projet de loi-là. Et donc, qui va ouvrir de la porte ça veut dire peut-être à des pouvoirs illimités au ministère de la Défense, comme ça a été le cas pendant la décennie noire, où l'état d'urgence justifiait justement des comportements, ou justifiait certaines lois qui donnaient le plein pouvoir au ministère de la Défense à l'époque. Donc d'ailleurs, Bouteflika, il a eu du mal à enlever l'état d'urgence. Il a attendu 2011 pour pouvoir l'imposer aux militaires, c'est-à-dire la levée de l'état d'urgence, il l'a imposé aux militaires, c'est parce qu'il y avait ce qu'on appelait le printemps arabe qui justifiait justement. Mais sinon, Bouteflika n'a pas pu imposer la levée d'état d'urgence aux militaires, parce que les militaires, tout justifiait, c'est-à-dire les pouvoirs qu'avaient les militaires à l'époque. Maintenant, si on revient à la propagande, aux vidéos que vous avez montrées tout à l'heure, c'est un pays digne d'un État totalitaire où il mobilise
tous les secteurs de l'État, tous les instruments tous les outils, tous les moyens qui sont à la disposition de l'État pour se maintenir. Donc là, ce qu'il essaie de nous vendre, que l'Algérie est ciblée, en réalité, c'est lui qui est ciblé. Et ça nous rappelle les dernières années de l'ère de Bouteflika. Ça veut dire qu'il y avait une accentuation de la propagande des SBIC de Bouteflika à l'époque sur les menaces qui guettaient l'Algérie, alors qu'on a vu le Hirak qui est venu. Il a bouleversé les calculs du pouvoir. Et là, on a vu, grâce au Hirak, on a vu tous les visages de Bouteflika. On a vu Bouteflika partir, tous les visages de Bouteflika qui sont en prison. Mais l'Algérie tient toujours debout. Il est toujours debout grâce à son peuple, bien évidemment, et grâce à l'armée en tant qu'institution, mais pas grâce aux militaires. Aujourd'hui, on voit une confusion volontaire de la part de ce pouvoir entre lui-même qui est pouvoir, illégitime, et État en tant qu'institution que le peuple aurait ou que le peuple devait ou devrait se donner pour gérer ses affaires. Donc là, en réalité, c'est le pouvoir, c'est lui-même qui est menacé. Il est menacé à l'intérieur, donc il y a une menace endogène. Donc pour faire simple, la menace pour un général, le danger pour un général, c'est un autre général. La menace pour un ministre ou pour un président de la République, c'est d'autres militaires. C'est ça pour faire simple en réalité. Donc ils sont en danger, ils sont en guerre parce que en réalité, Tebboune ou Chenguiriha, s'ils n'étaient pas à leur place aujourd'hui, ils auraient été en prison, ils seraient en prison aujourd'hui. Donc, demain, si Chenguiriha démissionne ou Chenguiriha va en retraite, il ne va pas, ça veut dire, aller en retraite et finir ses jours en paix dans sa demeure. Non, c'est la prison qui le guette. D'ailleurs, on a vu tellement de généraux, tellement de colonels, tellement de militaires en prison. Aujourd'hui, ce qui attend justement ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est le même sort de ceux qui sont en prison aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils doivent préparer toutes les situations et tous les scénarios pour qu'ils ne tombent pas, ou c'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans la même situation dans laquelle sont aujourd'hui leurs prédécesseurs, les généraux qui sont passés ou les ministres qui se sont succédés à la tête des ministères. Donc en réalité, il faut que l'État il faut que le pouvoir doit maintenir cette situation-là. Et cette mobilisation-là, le timing, moi je pense, c'est qu'ils doivent préparer quelque chose dans le sens où, à la poutinienne. Poutine, à chaque fois qu'il voit son pouvoir en danger, il crée une guerre. Poutine, depuis 1999 qu'il est au pouvoir, depuis 2000, pardon, qu'il est au pouvoir, il a fait 4 ou 5 guerres. Donc à chaque fois, il doit, la dernière en date, c'est la guerre contre l'Ukraine, c'est parce qu'il voyait son pouvoir. Ça veut dire perdre de la côte, son pouvoir, il se voyait perdre le pouvoir, donc il fallait qu'il crée quelque chose. Donc il a créé une guerre contre l'Ukraine, il mène une guerre contre l'Ukraine et qui a justifié par des lois justement de la mobilisation générale qui se passe actuellement en Russie, et cette guerre justifie des lois qui sont des lois liberticides, avec un simple tweet de dire guerre, de ne pas dire guerre, de ne pas dire opération spéciale militaire, de dire guerre en Ukraine, ça peut vous coûter 10 ans de prison, juste pour vous dire le climat, c'est-à-dire D'ailleurs, puisque vous parlez de la Russie, je viens de lire que la Russie serait prête à mobiliser sa population sur un échelle comparable à celle de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'a déclaré ce 30 avril Peskov, le porte-parole du Kremlin. Voilà, donc c'est juste pour dire, en fait, qu'à chaque fois qu'un pouvoir se voit en danger, et donc il doit préparer quelque chose qui justifie, ça veut dire d'abord qu'il doit orienter l'opinion publique vers la guerre au lieu de s'orienter vers des problèmes quotidiens de l'Algérien, donc des véritables problèmes qui guettent sa sécurité ou sa vie quotidienne. Donc on va l'orienter vers autre chose où
la légitimité de ce pouvoir serait confirmée. Ça veut dire qu'en état de guerre, les Algériens ne vont pas se poser la question de la légitimité du pouvoir, des militaires qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils ne vont pas se poser cette question-là. Et puis, ça donne un credo à ce pouvoir d'émettre et d'élaborer des lois liberticides, des lois tout pouvoir, illimitées pour justifier leurs aberrations et leurs dérives. Vous le dites très bien, des lois liberticides. Justement, ma question à Omar Ait Mokhtar, c'est autour de ce point. Omar Ait Mokhtar, le chapitre 5 de ce projet de loi établit des sanctions pour les violations des dispositions du texte, avec des peines allant de 2 mois à 10 ans de prison et des amendes de 20 000 dinars à 1 million de dinars algériens. Les infractions incluent l'usage illégal des biens réquisitionnés, l'article 51, la fourniture d'informations erronées, article 52, ou la diffusion d'informations nuisibles à la mobilisation, article 56. Les personnes morales sont également passibles de sanctions. Omar Ait Mokhtar, qui dit mobilisation générale, dit restriction des libertés. Non, mais tu sais, mobilisation générale, état d'urgence, état d'exception, ce ne sont que des mots. L'Algérie, donc il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de presse, et on rajoute encore d'autres lois liberticides. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'informer, même donner une information, ils vont te dire ça nuit à la mobilisation, nous sommes dans un état de guerre. Bien sûr que c'est l'opinion, c'est les regards qu'on veut détourner. D'ailleurs, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que le pouvoir sait qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Il n'y a aucune lisibilité, tu vas voir qu'il va opérer tant mieux d'ailleurs, il va opérer la libération de pas mal de gens, mais finalement, ils sont emprisonnés. Pourquoi on va relâcher les prisons, les otages, enfin, Kabyles et autres, pour dire, ah mais parce qu'il y a une menace étrangère, il y a une priorité. Comme si nous avons un pouvoir, donc quand on parle de l'état d'urgence, c'est comme si c'était justifié. Or que nous avons vu la décennie noire. La décennie noire, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mobilisé des patriotes dans les villages. C'est à l'armée de protéger les populations. Ce n'est pas aux patriotes de le faire. Ils ont donc c'est l'échec politique, l'échec de la gestion et de la gouvernance qui a fait qu'il y a eu la décennie noire. Ils ne voulaient rien discuter. Il y a des intervenants. On n'accepte pas une solution interne. La solution va venir de l'extérieur parce que nous sommes en train de léguer de léguer la souveraineté qui a été retrouvée en partie en 62, mais 62, depuis le premier coup d'État de Boumedienne, on continue sur la même tangente. Quand j'entends Salah Boudjil, qui habite au club de paix, il ne sait rien de ce qui se passe en Algérie. Il est très bien chez lui, il est alimenté, il y a le marchand de viande qui passe, il lui sert, il ne paye pas, il paye ni l'électricité, ni rien du tout, comme tout le monde d'ailleurs. Ils viennent en France, ils ont des passeports diplomatiques, heureusement qu'il y a Rotaillot qui a commencé à dire non. Les passeports diplomatiques qui font un visa, ils ont négocié même une dérogation de visa, leurs enfants et leurs familles, ils sont tous en France et tout ça, et je ne sais pas d'ailleurs, ils se sont trompés de faire la guerre à la France, parce que la guerre à la France, c'est plutôt une guerre contre la communauté algérienne de France, pas contre la France, parce que la France n'a pas besoin d'eux, ils sont en train de les rejeter. Donc, ce qui se passe, l'Algérie devenait un bateau ivre. Et puis, moi, je regarde de loin, c'est comme si nous sommes gouvernés par des idiots. J'entends le discours de Chengriha. Chengriha doit faire un discours aux militaires. Il ne doit pas être public. On n'a pas besoin d'un discours militaire. C'est Gaïd Salah qui a commencé à prêcher pour les Algériens. On ne veut pas entendre Chengriha. Il est élu, Chengriha. Voilà. Il est mal élu, quand bien même il est mal élu. Bon, il est chef d'État, il n'est pas président parce qu'il n'a pas été élu. Mais c'est à lui de parler au peuple. Pourquoi la mobilisation générale? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre, tu ne prépares la guerre, il n'y aura pas de guerre. La guerre, on peut nous faire une guerre, oui, parce qu'il provoque tout le monde. Mais évidemment, s'il y a la guerre, c'est les enfants du peuple qui vont mourir. Ce n'est pas les enfants à Chengriha ni les enfants à Tebboune. Ceux qui vont mourir, d'abord, ceux qui sont entassés aujourd'hui dans les frontières du Sud, au Mali et au Niger, ce ne sont que des enfants du peuple.
pas leurs enfants. Je ne vois pas Khaled Tebboune gérer un bataillon à Tamanrasset ou je ne sais quoi, à Tinzawatayn. Non, c'est les enfants du peuple, ils s'en foutent royalement, comme les guerres auxquelles on a participé en 67, en 73 à Palestine, mais c'est les enfants du peuple qui sont morts. On n'a pas vu les gens qui habitent au Club des Pins mourir, ou à Paris, ou je ne sais quoi. Non, ils viennent nous emmerder, ces gens-là. Franchement, on a un pouvoir. Il doit partir. Il ne sait pas d'abord. Moi, je lui propose une chose. Les gens qui veulent, comme la lettre de Louis Ahnou, la lettre ouverte, un débat, ils ne veulent pas débattre. Ce n'est pas à eux d'organiser un débat. C'est au peuple de s'organiser, organiser un débat. On est gouverné par des idiots qui veulent se protéger eux-mêmes. Et là, les Tossarros, c'est autour d'eux. Je pense qu'enfermés dans leur certitude comme ça, ils croient qu'ils sont arrivés. L'Algérie, elle va peut-être sauver sa tête. Ce n'est pas l'Algérie qui est touchée, mais ce pouvoir est en train de s'enfermer gravement, donc avec cette certitude de Sengriha et de Tebboune. Bien sûr, le peuple entier sait ce qui se passe entre eux, des clans, donc on sait, c'est lisible de loin de toute manière. On sait ce qui se passe, les informations qui sortent à gauche et à droite, et puis ces influenceurs qui viennent traquer les opposants en France et ailleurs, au Canada et à l'étranger. Ça, je crois que c'est la fin d'un cycle, la fin de ce pouvoir mafieux, il faut le dire. Ils doivent partir, ils doivent organiser la sortie s'ils veulent sortir indemnes. Merci Omar Aït Mokhtar. Azwa, j'interroge l'économiste que vous êtes. Dans le chapitre 6 précise que les coûts de la mobilisation sont pris en charge par le budget de l'État, avec des crédits inscrits dans les budgets des ministères concernés, l'article 63 et 64. Il y a cette question aussi, Azwa, des budgets. Comment, quand, pendant combien de temps, combien d'années, un flou. Donc les gens se demandent, bien sûr, c'est un budget. Déjà, l'armée, 23 milliards de dollars l'année dernière, ça avait suscité toute une polémique. Après, quel est le message envoyé par l'Algérie, Azwa, pour ses partenaires? On ne parle pas des autres, hein. Déjà les partenaires, quand vous dites aux gens que voilà, nous sommes en train de structurer le passage de la transition d'un état de paix à un état de guerre. Il y a quand même des malentendus, non? Peut-être. Alors, il y a plusieurs questions à Hussein. Donc, si je réponds je réponds par la dernière partie de votre question, c'est vrai, vous avez raison, c'est que quand on choisit ce timing-là avec la propagande qui n'a cessé c'est-à-dire d'être émise par le pouvoir algérien, ça veut dire que l'Algérie est ciblée, l'Algérie est en état pré-guerre, si j'ose dire. Donc certainement, ça va envoyer un message à la région, ça va envoyer un message aux alliés stratégiques de l'Algérie, ça va envoyer un message aux voisins, comme quoi il y a quelque chose qui se prépare en Algérie, il y a une guerre qui pourrait se déclencher très rapidement, ça veut dire dans la région. Donc oui, ça envoie un message de déstabilisation c'est-à-dire à la région. Donc géostratégiquement, quand même, ça va être déstabilisant, c'est-à-dire cette mobilisation. Ça aurait été passé comme une lettre à la poste si on était en état de paix, si on était, si vous voulez, en bon voisinage avec nos voisins, en bon voisinage avec nos partenaires. Mais aujourd'hui, l'Algérie, elle est pratiquement seule dans la région, elle s'est repliée en elle-même. Donc, on a des problèmes avec le Maroc, avec le Mali, avec le Niger, avec la Libye, avec tout le monde en réalité. Donc, quand dans cette situation-là, on décrète une mobilisation, enfin, pas on décrète, c'est-à-dire qu'on élabore une loi pour préparer la mobilisation, donc ça envoie quand même un message, et je pense que le message est envoyé davantage plutôt sur le front sud, ça veut dire qu'est-ce qui se passe au Mali, parce que le danger, il faut le dire, hein, le danger existentiel de l'Algérie viendrait du sud, hein, parce que c'est pas évident de sécuriser le 10e, je crois, ou le 9e pays en termes de superficie au monde, hein, parce que le sud,
il y a moins de population, il n'y a pas de développement du tout, il n'y a pas de développement économique et social. Donc, ce qui garantit en réalité une sécurité d'un territoire, c'est justement la présence de la population et le développement économique et social dans cette région. Après, évidemment, la présence militaire et sécuritaire, bien évidemment, joue un rôle très important. Mais la présence sécuritaire, uniquement sécuritaire, ça ne peut pas protéger un espace, un territoire. Donc, le danger, il réside plutôt, ou viendrait plutôt du côté sud. Donc, si vous voulez, le message, je pense qu'il va être bien accueilli, entre guillemets, de la part de nos voisins du sud, c'est-à-dire avec l'alliance des pays du Sahel. Donc ça, c'est la première partie de la question. Après, moi, je voudrais bien parler sur la question économique. Avant de parler, ou peut-être pour répondre à votre question, cette mobilisation, est-ce qu'on a les moyens de la mobilisation? Est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Parce que quand on appelle à une mobilisation, est-ce que on a les moyens de transformer, parce qu'une mobilisation, donc c'est tous les secteurs, donc ils étaient énoncés dans ce projet de loi. Donc il y a le secteur de l'industrie, il y a le secteur du transport, enfin je ne sais pas s'il y a le secteur des transports, mais en tout cas il y a des secteurs qui sont stratégiques, qui vont être mobilisés pour un état de guerre. Est-ce qu'on a dans le secteur d'industrie des industries qui pourraient être transformées en industrie militaire? Est-ce qu'on a une industrie automobile qu'on pourrait transformer en industrie militaire? Genre on va fabriquer des chars, on va fabriquer des engins militaires, fabriquer des blindés. On n'a pas ça chez nous. Donc en réalité, ça ne va pas changer grand-chose ça veut dire dans ces secteurs-là. Donc, est-ce qu'on a une industrie aéronautique civile qui pourrait être transformée en industrie aéronautique militaire demain? Non. Donc, on va toujours recourir à l'importation de tout ça. Maintenant, allô? Oui, on arrive à la fin de l'émission. 30 secondes. Justement, je finis là-dessus, Hussein, sur le volet économique. Je pense qu'on est déjà dans un état d'urgence, un état de guerre, sans dire le nom, parce que le fait d'octroyer des milliards et des milliards, 35 milliards de dollars à la défense et au ministère de l'Intérieur, c'est déjà quand même une manière de militarisation, une manière de mobilisation des moyens de l'État dans ce sens-là. Et puis, il faut le dire, parce que ça, on ne le dit pas souvent, dans le budget de la nation, il y a 15 milliards de fonds, 15 milliards dans le budget, 15 milliards de dollars, qui ne sont pas octroyés, qui sont là, juste à la disposition du chef de l'État, à la disposition du pouvoir, pour les octroyer en fonction de leur volonté, en fonction des aléas du moment. Donc en réalité, on est dans un état, économiquement, on est dans un état de guerre, au détriment de le développement social et économique, au détriment du peuple, on est dans un état de guerre économique qu'on prépare, justement avant d'appeler à la mobilisation, avant qu'il y ait une guerre. Donc tout cet argent qui part dans l'investissement, même pas dans les achats, dans les acquisitions militaires, dans le secteur de l'armée, dans tout ça, c'est une forme de militarisation du budget de l'État. Et en plus, c'est pas un problème, hein, il faut le savoir, et je finis là-dessus, c'est que le président de la République peut passer des lois ou des ordonnances qui sont relatives à la défense et relatives aux affaires extérieures sans passer par le Parlement algérien. Donc il peut tout faire. Et c'est pour ça que je disais, c'est un état de guerre, c'est un état d'urgence sans dire son nom. Merci Azwa Chamrouk, merci à Omar Mokhtar, merci à vous toutes et tous, merci à l'équipe technique, à demain, Inch'Allah.